le cinéma a classé ces différents constituants, on pourrait dire en 3 domaines, et le sonore voilà, se trouve, disons, recadré, reclassé dans ce que j'appelle des territoires qui sont des territoires qui ont des règles spécifiques d'organisation, de mise en scène, de construction, etc. Par exemple, le territoire des voix se caractérise évidemment par une écriture dialoguée, ou bien une oralité, s'il s'agit du documentaire, mais se tient aussi à un niveau qu'on appelle l'interprétation, en ce qui concerne le cinéma de fiction, comme si la question de la production des sons n'avait pas à voir aussi avec la question de l'interprétation. Le territoire des voix, territoire des musiques, là aussi la question de l'interprétation est là, mais elle n'apparaît pas comme une donnée qui serait aux mains de la mise en scène, de la réalisation du cinéma. C'est-à-dire qu'on délègue le soin de l'interprétation et de la mise en scène de la musique à un compositeur ou à éventuellement un chef d'orchestre, ou les deux en même temps. Voilà. Comme si cet objet était une pièce rapportée. Et effectivement, c'est une pièce rapportée qui reste autonome dans la mesure où cet objet reste et demeure de toute façon une BO, une bande originale, qui appartient à un autre territoire qui est celui des musiques de film, et qui est un territoire d'un autre champ médiatique, mais qui est un champ médiatique autonome. Donc ça aussi, il s'agirait d'interroger les raisons pour lesquelles on fait travailler les musiques sur les images de cette façon, c'est-à-dire avec des objets qui sont faits pour des disques qui vont servir de BO et qui vont être vendus en produits dérivés parallèlement, et qui de fait doivent avoir une nature spécifique qui leur permette d'avoir ces deux types d'existence. Et puis, troisième élément, troisième territoire, c'est celui des sons, et des sons que l'on appelle les bruits, qui sont finalement, là aussi, curieusement, souvent pensés en termes de bruitage, en termes de catalogue, en termes de... alors, évidemment, tout ce dont je vous parle là a ses exceptions, et bien évidemment, heureusement, il y a avec chacun des éléments, les voix, les musiques et les bruits, des approches très différentes de construction, mais il n'empêche que je vois de plus en plus de techniciens du son qui vont chercher des éléments en catalogue, qui vont chercher de la sonothèque, ne comprenant pas que finalement un son est aussi un lieu d'interprétation, et que finalement du son, ce qui est le plus important, du bruitage par exemple, du son, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'élément signifiant, mais c'est-à-dire ce n'est pas le sens, mais c'est la sensation. C'est-à-dire c'est ce qui, dans le son, nous draine du geste, c'est-à-dire draine quelque chose qui s'adresse à mon corps en tant que geste. Donc finalement, c'est cela que je voudrais essayer d'aborder aujourd'hui avec vous. C'est en quoi finalement le sonore est un objet qui est de l'ordre, disons, disons qu'il appartient plus à... disons qu'il appartient d'abord à l'ordre de la sensation avant d'être quelque chose qui appartient au sens. Alors bien évidemment, le sens est là, on ne peut pas s'en séparer, et la sensation est liée évidemment aussi au sens, et ça n'est qu'un sens, qu'une sensation d'un sens, de plusieurs sens. Mais
je pense qu'on a toujours tendance à oublier cela, et je crois qu'il y a là un outil extraordinaire de travail du sonore. Alors, cela, en fait, pour dire que le sonore de l'image serait quelque chose qui aurait à voir justement avec sa chair. On pourrait dire que le sonore serait la chair des images, serait quelque chose qui serait amené du corps. Du corps de qui? Eh bien, des corps de ceux qui produisent les sons, mais aussi des corps de ceux qui saisissent ces sons, de ceux qui transforment ces sons, et ça dans toute la chaîne. Chaîne, alors c'est un mot assez dur à employer, mais pourtant c'est la réalité. Il y a bien en fait une chaîne sonore entre le plateau et le mixage, et c'est une chaîne de gestes, c'est une chaîne de situations d'écoute, et c'est une chaîne qui n'apparaît pas comme étant un objet qui aurait, disons, qui appartiendrait à une seule pensée, à une seule décision. Je veux dire par là qu'on a l'impression au cinéma souvent que derrière ces sons, il n'y aurait pas finalement une pensée globale, une pensée d'une œuvre, une pensée d'un auteur. Là aussi, c'est une question qu'il faut poser. Ça me paraît très très important de ramener cette question qui pense le son du cinéma, qui pense le son des films, qui fabrique le son du film. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans la plupart des cas, le son se fait par défaut. Bien sûr, le son, ça peut se faire sans même que quiconque ait une idée de cet objet. Il y a un savoir-faire, il y a des protocoles, on sait tous fabriquer du son pour le cinéma, les règles sont là, les outils sont là, ils sont faits pour. Et il suffit maintenant même de démarrer l'enregistrement de l'image pour que le son rentre tout seul en même temps. Alors, curieusement, tout le monde se rend bien compte que ce qu'il obtient au moment de la réécoute ne correspond pas à ce qu'il avait entendu et ce qu'il était censé retrouver. Et on pourrait dire que c'est à partir de là aussi qu'on pourrait repenser cette question du son. C'est-à-dire de se dire que finalement les outils qui nous sont offerts ne produisent pas ce que l'on serait censé entendre ou plutôt offrir, puisque prendre le son, c'est donner du son à l'autre. Les outils ne correspondent pas. Ne correspondent pas à quoi? Alors, et bien évidemment, sur les caméras, sur les mini-DV, les micros ne sont pas placés à l'endroit où il faudrait qu'ils soient placés pour nous donner à entendre un son qui corresponde au cadre. Ça, c'est une chose facile à comprendre, hein. C'est-à-dire que placer un micro à l'endroit où se situe l'objectif, quel que soit ce micro et sa directivité, place le micro en retrait de la place que l'image, de l'endroit que l'image définit comme étant le lieu de la parole ou le lieu des sons. Là-dessus, on reviendra là-dessus aussi. J'essaierai de vous montrer un extrait d'un film de Jean-Pierre Duret, qui lui est preneur de son et cinéaste, documentariste, et qui a trouvé pour cet outil-là une autre façon de travailler, c'est-à-dire que utilisant un caméscope et tournant tout seul, il se place avec son caméscope pour la prise de son. Et à partir de là, il fait son image. C'est-à-dire que c'est une rupture dans l'attitude du tournage, c'est de placer l'outil caméscope, non pas de le concevoir non pas comme une caméra, mais comme un micro.
microphone, et donc à partir de là, il filme. À cet endroit, du coup, le son est toujours placé à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire à l'endroit où il est un véritable interlocuteur de la personne qui filme.